Je vous remercie beaucoup pour votre invitation donc à tous, au rectorat, à l'inspection et bien sûr aux deux IREN. Voilà, je vais vous parler d'histoire et d'enseignement des algorithmes et je voudrais dire deux mots un petit peu sur la raison de cet exposé. En fait, il y a, je pense que c'était vers le mois d'avril à peu près, ou au mois de mai, circulaient déjà donc, les nouveaux programmes de mathématiques où il était question d'introduire des algorithmes. Et puis, j'ai entendu deux professeurs, deux amis, professeurs de lycée, qui disaient l'une et l'autre « Ah, mais ça ne fait pas partie des mathématiques. » Bon. Alors évidemment, ça m'a gênée, bien sûr, d'abord en tant qu'historienne, parce que les algorithmes font bien partie des mathématiques. Quand on est historien, il n'y a pas de doute. Et puis pour une autre raison, qui est qu'à mon avis, l'enseignement des algorithmes peut avoir un effet tout à fait positif sur l'enseignement des mathématiques. Je vais faire un parallèle, si vous voulez. L'apport que peuvent avoir les algorithmes, l'enseignement des algorithmes dans l'enseignement des mathématiques, je le mettrai donc en parallèle avec le rôle que peuvent jouer les constructions géométriques dans l'enseignement de la géométrie. Dans l'un et l'autre cas, qu'est-ce que l'on a? On a d'une part la notion d'étape, c'est-à-dire on a la possibilité de voir comment les raisons s'enchaînent les unes aux autres. Et ça, c'est très important dans l'idée de raisonnement. Et puis, on a la possibilité, dans l'un et l'autre cas, de voir le bout du raisonnement. On a la construction qui est faite et qui valide le raisonnement. Et là, de la même façon, on aura l'algorithme qui va valider aussi le raisonnement qui est, bien sûr, derrière cet algorithme. Voilà. Donc, j'ai fait cet exposé, j'ai eu la chance de faire cet exposé, merci, donc à l'IREM de Rennes lors du colloque des IREM de l'Ouest, c'était au mois de mai. Puis ensuite, j'ai proposé ce thème-là lors d'une conférence plénière aux Journées INRP de Lyon, c'était en juin. Donc ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce que vous allez voir aussi, c'est un petit peu ce que j'avais proposé à Rennes, mais aussi des choses que j'ai ajoutées ensuite à l'occasion donc des Journées INRP de Lyon. Je vais revenir très très rapidement, puisque finalement c'est à partir de ce texte-là que je me suis mise à penser et à construire l'exposé. Voilà, vous lisez ici, donc c'était le texte qu'on avait, je pense, à peu près au mois de mai, qui indiquait donc quels étaient les objectifs pour les lycées. Et j'ai mis en rouge ici quelques mots qui m'ont beaucoup intéressée, puisque j'ai moi-même enseigné donc l'informatique pendant longtemps. Le fait qu'il s'agissait d'abord d'un langage naturel pour dire, bien sûr, les algorithmes. Et puis, il s'agit à un moment donné de faire une traduction. Cette traduction, elle est faite obligatoirement puisqu'à un moment donné, on va avoir envie, bien sûr, de faire passer cet algorithme dans une machine, dans une calculatrice ou dans un logiciel. Et donc, vous voyez que plus loin, il est question encore de langage naturel, il est question aussi de langage symbolique. Alors ça va m'intéresser, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Et puis, donc après, de la réalisation. Alors, ce qu'il était spécifié aussi, c'est qu'aucun langage, aucun logiciel n'était imposé. Bon, pour moi, c'était bien sûr beaucoup de questions, parce que justement, j'ai enseigné l'informatique et l'algorithme. Et puis enfin, il était question plus loin, dans ces objectifs, des instructions élémentaires. Alors, je vais reprendre un petit peu, si vous voulez, tout ce qui est ici, d'un point de vue donc, historique, mais aussi d'un point de vue de l'enseignement. Et d'abord, je vais dire deux mots de cette question de la traduction qui est proposée ici. En effet, quand on lit ou quand on dit des algorithmes, on utilise un langage naturel. Et ça, on est obligé de le faire. Si on enseigne les algorithmes, vous êtes bien obligé de les dire aux élèves, de les écrire aussi éventuellement. Ça, c'est le raisonnement qui va être écrit ou dit dans un langage naturel. Et puis, à un moment donné, il faut passer à la programmation, au langage d'une machine qui est spécifique. Et puis voilà, je vous ai mis entre les deux quelque chose que souvent on appelle langage intermédiaire. Alors cette question d'un langage intermédiaire, ce serait donc un intermédiaire entre le langage naturel des phrases et puis ce qui va être propre à la machine. Il y a beaucoup d'intérêt à ce langage intermédiaire, on l'appelle langage algorithmique parfois, et beaucoup de personnes qui enseignent l'informatique se posent la question de ce langage intermédiaire. Le passage du langage naturel au langage intermédiaire, on va tout de suite voir ce que ça veut dire,
c'est ce qui permet, si vous voulez, d'approfondir la notion d'algorithme. Et puis le passage de ce langage intermédiaire algorithmique à la programmation à la machine, c'est ce qui permet là d'approfondir l'idée de machine. Celui qui va avoir l'idée de ce langage intermédiaire, cette nécessité, c'est Knuth. Alors Knuth, c'est The Art of Computer Programming, c'est 1968, c'est un ouvrage qui est, on peut dire, la Bible pour tous ceux qui s'intéressent à la programmation et à l'informatique. Et Knuth écrit au début de son ouvrage: je voudrais montrer que le rapport entre ordinateur et mathématiques est plus profond et plus intime que ce que leur relation traditionnelle implique. J'aimerais bien aujourd'hui, cet après-midi, vous montrer aussi que ce rapport est profond et très intime. Je vais commencer par deux algorithmes historiques, le plus ancien, le plus célèbre, qui sont des algorithmes sur les nombres. Puis ensuite, je vous donnerai des exemples toujours historiques, qui sont des exemples sur des algorithmes géométriques. Je crois que c'est important, parce que, bon, on est beaucoup à penser que l'enseignement de la géométrie est important et à revendiquer son existence. Et donc, je crois que c'est important de voir qu'on peut avoir des algorithmes qui concernent donc la géométrie et qui, de plus, présentent des aspects tout à fait intéressants des algorithmes. Puis ensuite, je parlerai donc de tout à fait la fin, c'est-à-dire du moment où en histoire des mathématiques, en histoire de la programmation, on va avoir donc les notions de machine et d'algorithme. Donc je commence par le plus ancien des algorithmes que j'ai trouvé et qui existe, je crois. Il faut monter vers 2000-1650 avant Jésus-Christ. On est donc entre les deux fleuves, en Mésopotamie. C'est un algorithme pour calculer des inverses. Dans cet algorithme, on va trouver ce qu'on appelle des instructions élémentaires. Je vous dis deux mots de ce que c'est que des inverses babyloniens, peut-être quand même, parce que je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. C'est des inverses, mais pas tout à fait comme les nôtres. Qu'est-ce que c'est que l'inverse? Alors je l'écris de manière moderne. L'inverse d'un nombre n est un nombre i quand leur produit vaut un clou. Alors c'est presque la même chose, sauf que vous voyez ici j'ai mis un clou parce que ce symbole peut aussi bien signifier le 1, mais aussi n'importe quelle puissance de 60, y compris les puissances négatives. Voilà, donc ce qu'on trouve dans cette vieille tablette, c'est en fait un algorithme pour calculer des inverses babyloniens. Alors si on s'amuse, c'est ce que moi j'appelle simuler un algorithme. Il faut d'abord se familiariser évidemment mathématiquement avec la chose. Si on s'amuse à essayer de construire une table d'inverse babylonien, il faut déjà faire une petite gymnastique puisqu'on est en base 60. L'inverse de 2 c'est 30. Et oui, une demi-heure ça fait 30 minutes, etc. Voilà ce que ça donne. Voilà, l'inverse de 6 c'est bien sûr 10. Et puis on s'aperçoit que l'inverse de 7, on ne peut pas le trouver. Il n'y a pas d'écriture finie. On se sera arrêté bien plus tôt, évidemment, si on était en base 10, puisque dès qu'on arrive à un tiers, comme vous savez, il n'y a pas d'écriture finie. Là, on peut aller un petit peu plus loin. Pour le 8, ça se complique. Ah oui, parce que là, on passe aux minutes et aux secondes. Voilà ce que ça donne. Bon. Alors, c'est ce qu'on va trouver en écriture babylonienne sur des tablettes babyloniennes. En voilà une tablette. Bon, on reconnaît assez bien, quand on connaît un petit peu les symboles donc des Babyloniens, on reconnaît ici là, des nombres, il y a des petits clous, et puis il y a des petits chevrons. Et c'est facile de voir, même si c'est un peu détruit comme vous le voyez, qu'il s'agit d'une tablette d'inverse. Pourquoi y a-t-il des tablettes d'inverse chez les Babyloniens? Parce que les Babyloniens utilisent les inverses pour faire des divisions, tout simplement. Les tablettes usuelles qu'on trouve vont depuis le nombre 2 jusqu'à 1,21. Alors 1,21, c'est une manière d'écrire en fait en base 60, 81. La tablette qui se trouve au Louvre a 200 paires de nombres inverses. Et donc c'est très intéressant de savoir comment déjà ces tablettes ont pu être obtenues, comment on a fait pour calculer des inverses. Et on a donc la réponse dans la tablette qu'on va voir. Dans cette tablette, on trouve deux mots que j'ai repris, j'aurais pu les traduire en français, mais là je les ai conservés.
Donc, on trouve deux mots, igu et igibu. Igu et igibu sont des nombres qui sont reliés par le fait que leur produit est un clou. Autrement dit, l'igibu, ça va être l'inverse babylonien de son igu. Dans la tablette qui nous intéresse, qui a donc un algorithme, on va trouver 12 problèmes. La tablette étant détruite, il n'y en a que 5 qui subsistent. Voilà le problème 2, donc, qui donne un algorithme pour calculer ici l'inverse de 4,10. Alors cette manière d'écrire 4,10, c'est tout simplement une manière de décrire le fait qu'on est en système de base 60. Je vous propose de ne pas regarder ici les nombres. Ce qui nous intéresse ici, on va se focaliser uniquement sur l'algorithme qui est proposé. On va regarder la forme du discours. L'iguë, quel est son igibu? Procède comme suit. Forme l'igibu 2, tu trouveras. Multiplie 6 par, tu trouveras. Ajoute 1, tu trouveras. Forme l'igibu, tu trouveras. Multiplie, tu trouveras. Etc. Tu as trouvé l'igibu, telle est la façon de procéder. Vous voyez qu'on peut vraiment ici parler, peut-être pas d'algorithme encore, mais vraiment d'une procédure. C'est-à-dire qu'il y a toute une suite d'instructions élémentaires qui sont à faire. Quand on regarde la succession des problèmes de cette tablette, eh bien, on observe exactement à chaque fois la même procédure. Exactement la même. Il y a des variantes évidemment dans l'utilisation des nombres, parce qu'à un moment donné, il faut former un igibu, donc il faut que le nombre en ait un. Tous les nombres n'ont pas d'inverse, mais c'est exactement la même procédure. Voilà, donc des instructions élémentaires. On peut, si on veut, s'amuser à vérifier que l'algorithme babylonien est correct. En fait, on peut voir assez facilement, surtout quand on regarde plusieurs exemples, que le nombre qui est proposé au début, le fameux igu, si nous, on l'écrit à notre façon comme somme de deux nombres y et z, et si on fait la suite de la procédure, la voilà, eh bien, on va faire au fur et à mesure les calculs. Vous voyez, je fais apparaître ici les calculs dans toute leur généralité, évidemment, en utilisant des lettres, et on s'aperçoit qu'à la fin, on trouve bien le fameux igibu. Telle est la façon de procéder. Voilà, ça nous ramène vers 1650-2000 avant Jésus-Christ, en même temps que les premiers textes mathématiques qui sont les textes des mathématiques babyloniennes. C'est à la même époque, ça va en même temps. Voilà, donc algorithmes et mathématiques vont de pair. D'autant qu'en plus, les mathématiques babyloniennes consistent très souvent à ne donner que des procédures. Deuxième exemple. J'ai pris l'exemple le plus fameux, le plus célèbre, l'algorithme d'Euclide. Alors je l'ai pris pour une bonne raison, c'est qu'en fait, c'est une bonne manière de regarder toutes les manières de dire et d'écrire cet algorithme dans différents types de langages. Si vous allez sur un moteur de recherche, j'étais sur celui que j'utilise le plus souvent, j'ai fait algorithme d'Euclide, enfin j'ai fait algorithme Euclide, algorithme aussi sans E Euclide, et je suis tombée sur des tas de sites. Et très intéressant parce qu'à chaque fois que quelqu'un veut expliquer comment écrire un algorithme, il prend toujours cet exemple-là, évidemment. Donc je prends aussi cet exemple-là pour illustrer mes propos, cette fois-ci, sur la question de la manière de dire le langage naturel pour dire cet algorithme, et aussi la manière dont on va ensuite pouvoir le dire dans un langage. Est-ce que c'est le langage symbolique de ce qui était dans les programmes? Peut-être, je ne sais pas très bien ce qu'il y avait derrière ces mots-là, mais disons que c'est un langage algorithmique, c'est comme ça qu'on dit d'habitude, et donc un langage intermédiaire. Cet algorithme-là se trouve dans le livre 7 des éléments d'Euclide. Nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces éléments sont l'un des plus anciens livres donc des mathématiques grecques qu'on possède. Il est très célèbre, évidemment, comme vous le savez. Cet algorithme, on l'appelle antiphérèse. Antiphérèse, c'est une manière en fait de dire de manière très courte que ce qu'est l'algorithme. Il s'agit d'enlever en dessous à tour de rôle. C'est-à-dire que là, on ne va pas avoir simplement des instructions élémentaires, mais on va avoir en fait des itérations. Et déjà, on va le voir tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué à écrire et à dire. Voilà comment le dit Euclide.
proposition 1, livre 7. Deux nombres inégaux étant proposés, le plus petit étant retranché de façon réitérée et en alternance. Si, conditionnel, le reste ne divise jamais le reste précédent jusqu'à ce qu'il reste une unité, les nombres initiaux seront premiers entre eux. Bon, aujourd'hui on peut le dire avec d'autres mots, mais vous savez, si vous voulez le dire, c'est ce que j'ai vu sur un forum où il y avait quelqu'un qui demandait c'est quoi l'algorithme d'Euclide. La personne expliquait, en gros, si on l'écrit avec des phrases, ça donne toujours quelque chose comme ça. Ce qui est déjà pas simple comme phrase, très difficile. Bon, si on prend un exemple, évidemment, on s'aperçoit d'abord que Euclide procède par soustraction successive. Voilà. Par exemple, pour 24 et 7 sont premiers entre eux, on va faire la suite des soustractions et à chaque fois on doit voir que bien sûr chaque reste ne divise pas le reste précédent, voilà. Et puis ça y est, 1 divise 4, ok, donc on est dans les bonnes conditions et donc 27 et 4 sont premiers entre eux. Aujourd'hui, comme vous le savez, on procède par division successive, mais ça revient en fait exactement au même. Ensuite, Euclide continue. Euclide, comme toujours, va répéter l'énoncé et il va utiliser une représentation des nombres. Alors déjà, on est toujours dans du langage naturel, mais dans du langage qui s'appuie sur une figure géométrique. Donc il va prendre deux nombres AB et CD, il redit la même chose et il va utiliser cette représentation géométrique des nombres pour démontrer, parce que évidemment Euclide démontre toujours. Donc Euclide va démontrer la validité, si vous voulez, de cet algorithme. Représentation des nombres par des grandeurs. Quand on lit aussi bien l'énoncé que la démonstration, on s'aperçoit déjà de bien nombre de difficultés avec le langage naturel. Dans l'énoncé, la condition est sous-entendue. Dans la manière dont il va faire l'alternance des soustractions, parce qu'il faut toujours, évidemment, il n'y a pas de nombre négatif à l'époque, donc il faut toujours faire le plus grand moins le plus petit, on s'aperçoit qu'il évite la difficulté de l'alternance et la fin du processus est déclarée à la fin, mais elle est déclarée alors que, bien sûr, pour nous, il n'y a pas de raison de s'arrêter au bout de 5 fois, ça pourrait s'arrêter bien avant ou bien après. Donc on s'aperçoit, dès ce premier texte, qu'il y a bien un algorithme, mais déjà des difficultés avec le langage naturel. Alors, langage naturel, langage algorithmique, et programmation éventuellement de cet algorithme d'Euclide. Je l'ai dit tout à l'heure, l'idée d'un langage intermédiaire, de la nécessité d'un langage intermédiaire, est posée par Knuth en 1968. Il va expliquer comment on peut écrire des algorithmes, non plus avec des phrases comme l'a fait Euclide, mais disons déjà avec des symbolismes, et il va prendre comme exemple évidemment l'algorithme E comme Euclide. C'est le premier exemple qu'il prend. Voilà, étant donné deux entiers M et N, il faut trouver leur plus grand commun diviseur, E1. Il indique entre parenthèses toujours, c'est ce que font toujours bien sûr ceux qui programment, quelle est la signification de cette instruction. Diviser M par N et soit R le reste. E2 signifie S0. Si R égale 0, l'algorithme se termine. N est la réponse. Et enfin, l'échange. Faire, et vous connaissez ce signe, M flèche à l'envers N, N flèche à l'envers R, et retourner à l'étape E1. On remarque ici que cet algorithme est donné en 3 lignes et que la troisième ligne donc, de l'algorithme, de la procédure E3, nous demande de revenir à l'étape E1. C'est un aléa, c'est-à-dire un go-to pour ceux qui ont pratiqué le basique. C'est un go-to, c'est-à-dire c'est une circulation en fait à travers les différentes instructions du programme. Et puis vous voyez ici l'instruction de cette flèche. M flèche à l'envers N. C'est Knuth qui l'introduit. Et comme il l'introduit, évidemment, il a besoin d'expliquer ce qu'elle signifie. Il le fait. Et il insiste sur l'importance de cette flèche. La flèche dans l'étape 3 est la très importante opération de remplacement. Et oui, c'est ça que l'on fait toujours quand on programme, évidemment. Donc M flèche N à l'envers signifie que la valeur de la variable N
m doit être remplacé par la valeur actuelle de n. J'ai coupé, plus loin il dit, une flèche est utilisée pour la distinguer de l'égalité, elle doit être distinguée de l'égalité. Notez que, dit-il, l'ordre des actions dans l'étape 3 est importante. Ça, c'est le premier obstacle que rencontre le débutant avec l'importance, bien sûr, de l'ordre des instructions. Vous voyez qu'on revient à cette idée d'ordre qui est importante. Alors, le GoTo, ça va tout à fait, on est dans la fin des années 60, ça va tout à fait avec une autre manière qui existe à l'époque d'écrire, de représenter les algorithmes, qui est ce qu'on appelle les organigrammes. J'ai retrouvé un texte d'IBM 1969, IBM France, qui existait déjà sans doute puisque c'est en français. Voilà, bon, vous connaissez cet organigramme. Et cet organigramme, ben, on voit bien qu'il y a des GoTo. Les GoTo, ce sont toutes les flèches qui correspondent tout à fait à l'idée de GoTo. Donc un dispositif spécifique et un langage spécifique qui a été inventé pour écrire les algorithmes. Indépendamment, je signale bien, c'est ça qui est important, indépendamment de la programmation. Et c'est simplement pour pouvoir écrire correctement les algorithmes avant de pouvoir prétendre ensuite les mettre dans une machine. Il y a ce besoin. C'est à cette occasion qu'on voit apparaître, peut-être que vous le voyez, mais sinon je vous le dis, on voit apparaître le mot variable, on voit apparaître le mot registre, on voit entendre parler de registre de l'écran, et on voit apparaître aussi le terme de constante. Remarquez que ici ces mots variables, registre, constante, peuvent avoir des significations légèrement différentes que celles que l'on a en mathématiques, ce qui est important pour nous. Qu'il s'agisse de Knut ou dans l'organigramme, il y a cette idée du GoTo. Ça pose beaucoup de problèmes. Ces problèmes, je vais les illustrer par exemple ici avec l'organigramme. Vous voyez que dès qu'on va avoir un programme difficile, l'organigramme il va être super compliqué, vous ne pouvez même pas le mettre sur une page. Et donc les problèmes que ça pose pour un informaticien de cette époque-là, c'est celui de la maintenance. Supposez que vous avez écrit un algorithme, bon il est super long et tout, et puis vous voulez, alors la maintenance ça veut dire que vous voulez modifier pour tenir compte d'autres choses que vous voulez introduire. Il va falloir, ça va être extrêmement compliqué, il va falloir tout reprendre, etc. Ça ne va pas. Et c'est pour ça que, quelques années plus tard, Dijkstra va introduire la programmation structurée. Alors la programmation structurée, c'est vraiment une manière d'éviter les GoTo et de pouvoir écrire de manière fort aisée donc, tout ce qui concerne les itérations et qui sont bien sûr très importantes dès qu'on veut écrire l'algorithme d'Euclide, par exemple. Alors, par exemple, ici, je reprends la proposition 1 d'Euclide. Voilà le petit exemple, on l'a vu tout à l'heure. Voilà comment on va pouvoir l'écrire au début des années 70, disons dans les années 70, on va utiliser, qui est très proche en fait du langage qui va être inventé dans ces années-là, qui va remplacer le BASIC, en particulier dans l'enseignement, et qui est le Pascal. Alors voilà, donc on a une écriture qui est, à l'époque on disait pseudo-Pascal, parce que c'est presque du Pascal. Alors vous voyez qu'on a la fameuse flèche du Knut, mais on a les temps que. Alors les temps que, ça va éviter évidemment tous les GoTo. Et c'est une manière structurée qui est beaucoup plus commode, y compris quand on va écrire des algorithmes compliqués. Ça, c'est bien clair. Alors l'algorithme d'Euclide, là je l'ai écrit, c'est aussi un algorithme pour trouver le PGCD. Bon. Oups, je passe. Et je vais arriver tout de suite à un autre algorithme, parce que je vais en parler tout à l'heure à propos des algorithmes sur la géométrie, qui est un algorithme dont on peut voir l'effet à l'aide de quelque chose qui s'appelle fraction continue. Alors c'est toujours un algorithme très, très élémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la fraction continue de, j'ai pris l'exemple, 58/17? Ça va consister au niveau des calculs à faire toute une suite de divisions. On va diviser d'abord, division euclidienne, comme on dit. On va diviser 58 par 17.
Le quotient est 3, le reste est 7. Vous voyez, je l'ai écrit tout simplement comme ça, 58 divisé par 17 égale 3, plus, bien sûr, entre parenthèses, 7 divisé par 17. Et puis, on va recommencer un certain nombre de divisions. Pour comprendre les autres divisions qu'on va faire, je vais donner ici tout de suite le résultat. Vous voyez que le 58 sur 17, je vais utiliser la division euclidienne pour l'écrire 3 plus 7 17e. Bon. Et puis, l'algorithme va consister à chaque fois, une fois qu'on a donc la nouvelle fraction, ici 7 sur 17, à prendre son inverse. Donc à écrire 7 sur 17 égale 1 sur 17 septièmes. On n'a rien fait de spécial, sauf que là maintenant, on va pouvoir recommencer. Il y a vraiment un algorithme derrière ce que je suis en train de dire ici. Mais vous voyez, je le dis sur cet exemple, et je vois en même temps l'effet de mon algorithme. 17 divisé par 7, c'est 2 plus 3 17e. Alors, hop, on a la boucle, on recommence. 3 sur 17, c'est 1 sur 17 tiers. Et puis 17 tiers, c'est 4 plus 1 tiers. Et là, il y a un temps que, en fait. Parce que là, maintenant, je suis arrivée, vous voyez ici, avec une fraction dont le numérateur est 1, donc je m'arrête. J'ai obtenu ce qu'on appelle une fraction continue, et j'ai ici le produit, la conséquence de l'algorithme. 58 sur 17 s'écrit sous la forme d'une fraction continue. On peut juste noter que c'est un 5 plus 1 tiers. C'est faux ce que j'ai écrit? Ah oui, bon, ben vous rectifierez, bien sûr. Voilà, ça peut être faux. Mais je pense que l'idée est claire. Oui. Bien, voilà. Donc on peut toujours, quand on a une fraction, l'écrire sous cette forme-là. Les fractions continues jouent un rôle important en mathématiques et c'était enseigné il y a quelques années. Voilà, l'algorithme. Alors c'est surtout ça qui va m'intéresser ici. Vous voyez, je fais apparaître le temps que le reste n'est pas égal à 1 dans les divisions successives, eh bien on va pouvoir travailler avec le quotient, le reste. Il va y avoir un échange, comme dit Knut, et donc on va au fur et à mesure, bien sûr, conserver le quotient et écrire donc à chaque fois, évidemment, à chaque fois, là j'ai décidé d'écrire à chaque fois le reste, de manière à conserver les restes et avoir ma fraction continue, qui est fausse. Désolée. Bien, voilà un exemple encore très élémentaire d'un algorithme sur les nombres. On ne sait pas bien si les Grecs avaient cette idée de fraction continue. Mais ce n'est pas impossible. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Mais pour ça, il va falloir qu'on passe à la géométrie. Parce que les Grecs sont d'abord et avant tout des géomètres. Donc, algorithme sur des figures qui pourtant ne vont pas nous éloigner quand même des nombres. Je prends deux exemples historiques. Le premier exemple historique, c'est exactement l'équivalent de l'algorithme d'Euclide sur les nombres, mais ici pour des grandeurs. Alors, des grandeurs, qu'est-ce que c'est qu'une grandeur? Je pense que vous savez tous ce que c'est. Une grandeur, c'est une notion géométrique qui spécifie donc la longueur d'un segment, l'aire d'une surface ou bien tout simplement un volume, indépendamment de toute considération numérique. C'est ce qu'on appelle une grandeur. Dans le livre 10, Euclide reprend mot pour mot presque les mots qu'il utilisait dans le livre 7 pour les nombres pour énoncer une proposition qui permet de savoir que deux grandeurs sont incommensurables. Qu'est-ce que ça veut dire que des grandeurs sont incommensurables? Ça veut dire qu'elles n'ont pas de mesure commune. Et donc ça veut dire, en fait, c'est exactement la même chose, qu'on va avoir à faire, en fait, un rapport de deux grandeurs qui n'est pas rationnel, et donc un irrationnel. Voilà, je vais... on va le lire quand même, parce qu'il y a une petite différence précédente. Voilà. Proposition 2, livre 10. Si de deux grandeurs inégales proposées, la plus petite étant retranchée de la plus grande de façon réitérée et en alternance, ça c'est toujours pareil. Et c'est la suite qui n'est pas tout à fait la même. Le dernier reste ne mesure
jamais le reste précédent, les grandeurs seront incommensurables. Alors là, bien sûr, il y a une grosse différence, parce que dans l'algorithme d'Euclide, ça se termine toujours. À un moment donné, on va forcément avoir un reste qui ne mesure pas le reste précédent, puisqu'on est dans des nombres. Ici, tout au contraire, puisqu'on est dans des grandeurs, on peut très bien arriver à ce que le reste mesure, le divise si vous parlez en termes de nombre, mais c'est plutôt une mesure. Le dernier reste ne mesure jamais le reste précédent, les grandeurs seront incommensurables. Pour nous, ce n'est pas vraiment un algorithme. Parce que pour nous, un algorithme, c'est une procédure qui se termine, par définition de ce qu'on appelle un algorithme. Donc ce n'est pas vraiment un algorithme, puisque c'est quand ça ne se termine pas qu'on pourrait conclure que c'est incommensurable. Alors quand on voit ça, on se dit, mais comment on pourrait bien utiliser ça? Euclide ne le dit pas. Mais on a des textes qui nous permettent d'imaginer tout à fait que cette antiphérèse, pour les grandeurs, puisse servir à montrer, à démontrer l'incommensurabilité de la diagonale et du côté d'un carré. Donc, ça veut dire que si je prends un carré, si je prends sa diagonale et si je prends son côté, ils n'ont pas de mesure commune. Il n'y a pas un petit segment, dans des manières modernes, qui va les mesurer l'un et l'autre. Si, bien sûr, ce segment existait, eh bien, le rapport entre les deux serait un rapport de nombre à nombre. Donc, ce serait une fraction, si vous voulez parler de manière moderne. Alors, essayons de voir si on peut effectivement faire une antiphérèse, c'est-à-dire une soustraction, attention, soustraction en sens géométrique du terme, sur notre diagonale et sur notre côté, et puis voyons ce qui se passe. Bon, alors c'est... Voilà. Ben, il faut commencer, donc on va commencer par faire la diagonale moins le côté. C'est ce qui est demandé. Mais là, il faut construire. Hein, il faut donner une construction géométrique qui nous permette de voir. La géométrie, c'est ça, vous le savez. Hein. Le charme de la géométrie, c'est qu'on peut voir ce que l'on pense, comme disait Klein. Donc il faut donner à voir cette différence. C'est pas difficile, on prend son compas, bien sûr. Donc on va prendre un point E sur BD, tel que DE égale DC. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire ensuite? Eh bien, on devrait faire DE moins EB, hein, puisque la deuxième différence, c'est ce que j'ai écrit, BD moins DC, enfin, c'est la première, BD moins DC, c'est la première qu'on doit faire, est égal à BD moins DE, point E a été construit pour ça, égale EB. Donc on devrait faire maintenant DE, si vous voulez, ou DC moins EB. Alors là, si on fait simplement que refaire notre compas, ça ne va pas nous donner grand-chose. Il va falloir ruser, mais c'est en géométrie, c'est ce qu'il faut toujours faire. On va construire, donc ça c'est ce qu'il faut faire, on va construire EF perpendiculaire à BD, et voilà. Et on va démontrer, c'est de la géométrie dite élémentaire, que EB égale EF égale FC. C'est la géométrie du collège. Alors ça c'est très bien parce qu'on va pouvoir faire notre seconde différence. En effet, DC moins EB que nous devons maintenant effectuer n'est autre chose que CB, puisque DC est égal à CB, moins FC. Et si vous regardez donc la figure, vous voyez que CB moins FC, vous le voyez, CBF. Voilà, donc on a fait notre deuxième soustraction. Comme on est soi-disant en train de faire une procédure infinie, on peut se demander jusqu'à quand ça va durer. On sait bien que la conférence va durer 1 heure, donc ça va s'arrêter assez vite. En effet, il faudrait construire maintenant BF moins EB, d'après l'antiphérèse, l'algorithme d'Euclide. Et là, c'est là qu'on va s'apercevoir que la boucle est bouclée, puisqu'on est dans des boucles, on est dans un algorithme. En effet, si je regarde le carré de diamètre BF et de côté EB, voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire en fait dans ce carré? J'ai à faire la différence entre la diagonale et le côté. Mais c'est exactement ça que je devais faire tout à l'heure. Autrement dit, je pourrais très bien recommencer dans ce petit carré, la petite construction géométrique de tout à l'heure, et recommencer, et recommencer, et recommencer. Et hop, on a la figure en abîme. Ça, il faut simplement, on ne peut que l'imaginer, puisque ça y est, on est dans l'infini, évidemment. On a tous les petits carrés en abîme, et jamais le reste ne mesurera le reste précédent. C'est-à-dire que ce qui permet de conclure, c'est la figure en abîme, et c'est normal, puisque quand on a de l'irrationalité, on a de l'infini, puisqu'on est dans des grandeurs.
Donc, algorithme de construction géométrique. On va y revenir tout à l'heure sur cet algorithme, puisqu'il est lié à un autre algorithme, le deuxième algorithme que je voudrais vous montrer sur les figures. Cet algorithme est dû à un certain Théon de Smyrne, 2e siècle de notre ère. On va y trouver une itération et un compteur. Ça nous permet de voir le compteur. Cet algorithme concerne ce que les Grecs appellent les nombres cotés et nombres diagonales. Alors, d'abord, je vais revenir sur ce que signifie l'irrationalité, parce qu'on en a besoin pour comprendre ce que c'est qu'un nombre coté et un nombre diagonal. Irrationnel, c'est du latin. C'est irratio, c'est quelque chose qui n'a pas du ratio, c'est du latin. Les Grecs disent a logos, a privatif, logos. C'est quelque chose qui n'a pas de logos. C'est-à-dire quelque chose qui ne se dit pas. Il n'y a pas de mot pour le dire. Effectivement, racine de 2, je ne peux pas le dire. Parce que si vous dites racine de 2, vous dites rien. Puisque vous dites quelque chose dont le carré vaut 2. Vous n'avez rien dit sur ce que c'est. Pour pouvoir le dire, il faudrait le dire avec, bien sûr, en tant que rapport de nombre. Et justement, comme vous le savez, racine de 2 ne peut pas être dit comme rapport d'un nombre à un autre. Donc il est a logos. C'est ça qui intéresse les Grecs. Et qui permettent de comprendre la notion de nombre coté, nombre diagonal. D'abord, avec l'idée de diagonale énonçable d'un carré. La diagonale, elle est énonçable, elle a du logos. C'est Platon, le philosophe, dans la République, qui parle de ça. Oui, c'est ancien, hein. C'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Il nous dit 7 est la diagonale rationnellement énonçable de 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que si vous regardez un carré de côté 5, bon, théorème de Pythagore, qui était bien connu avant Pythagore, le carré de la diagonale va valoir 5 au carré plus 5 au carré, c'est-à-dire 50. Bon, racine de 50, irrationnel, on ne peut pas dire. Mais si je regarde 7, son carré, ça fait 49. Autrement dit, 7 au carré rate d'une unité le 50. Donc 7 est rationnellement énonçable pour un carré de côté 5. Vous voyez pourquoi? C'est parce qu'on a raté d'une unité près, ce qu'il fallait, c'est le 50. On va dire, et c'est ce que va dire donc Théon de Smyrne, que 5 est un nombre coté et 7 est un nombre diagonal. Bon, je l'écris de manière moderne parce que 2 fois 5 au carré moins 7 au carré égale 1. Dit de manière moderne, en fait, s'il y a, on va appeler A et D, nombre coté et nombre diagonal, eh bien, ce sera lorsque 2A au carré moins D au carré, ça fait plus 1 ou moins 1. C'est-à-dire qu'on veut bien rater aussi, pas seulement en excès, mais aussi en défaut. Voilà, on dira que c'est nombre coté et nombre diagonal. Ce que donne l'algorithme de Théon de Smyrne, c'est un algorithme pour calculer des nombres cotés et nombres diagonales. Alors il faut d'abord, comme on dit en informatique, initier l'algorithme, et c'est ce que va faire Théon. J'explique tout en notation moderne. Si on avait du temps, je vous donnerai le texte de Théon. Et vous le lirez, parce que comme ça, vous verrez en langage naturel ce que ça donne. Là, j'utilise les symboles de l'algèbre. J'initie. Les deux premiers nombres cotés, nombres diagonales, c'est des couples. Hein. C'est 1 et 1. En effet, si vous faites 2 fois 1 au carré, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc 1, on peut dire que c'est la diagonale énonçable d'un carré de côté 1. Et voilà maintenant écrit de manière moderne, avec les symbolismes de l'algèbre, en particulier les symbolismes de François Viette. Si A et D sont nombre coté et nombre diagonal, l'algorithme de Théon dit que A' égale A plus D et D' égale 2A plus D vont être deux nombres cotés et nombres diagonales. Autrement dit, à partir d'un nombre coté et un nombre diagonal, l'algorithme va fabriquer de nouveau un nombre coté et un nombre diagonal. Alors on peut bien sûr simuler. Alors on a initié au départ avec 1 et 1.
Et puis on peut faire donc le calcul pour le suivant. Ben, ça fait 1 plus 1, ça fait bien 2, etc. Le diagonale, ça fera 3. Et on peut observer comme ça qu'on va avoir en fait une infinité de nombres côtés et nombres diagonales. Voilà l'écriture de l'algorithme, avec le symbolisme à la Knut, si vous voulez. Et puis j'ai mis un petit compteur ici parce que je ne veux pas, bien sûr, que la machine tourne pendant trop longtemps. Donc là, ce serait un petit algorithme qui s'arrêterait à 20 couples de nombres côtés, nombres diagonaux. Interprétation géométrique. Si on si on se pose la question, parce qu'on se pose toujours des questions évidemment quand on est mathématicien et quand on se demande mais où il a trouvé cet algorithme Théon. Il ne nous le dit pas, hein. Mais on peut très facilement s'apercevoir que la figure de l'antiphérèse de tout à l'heure nous donne la solution. En effet, si je reprends la figure de tout à l'heure, je vais appeler petit a le nombre côté, pardon, je vais appeler petit a cette fois-ci le côté et petit d la diagonale d'un carré. Et si je fais donc comme tout à l'heure, la petite construction de tout à l'heure, et si j'appelle A' et D', les côtés et les diagonales, les côtés, hein, cette fois-ci, on est dans géométrie, les côtés et la diagonale du nouveau carré qui est construit, eh ben, c'est facile de voir, petit raisonnement géométrique élémentaire, que ben, A est égal à A' plus D' et D est égal à 2A' plus D'. Autrement dit, c'est avec cette figure qu'on peut aussi comprendre d'où vient l'algorithme. Cet algorithme nous permet d'obtenir la fraction continue de racine de 2. Parce que les fractions continues, en fait, c'est surtout très utile quand on a des irrationnels. Parce que ça donne une écriture super simple des irrationnels. Enfin, souvent. C'est le cas de racine de 2. Vous voyez, j'ai écrit les premières fractions continues correspondant aux 3 premiers nombres côtés nombres diagonales et on voit apparaître, donc avec 17/12, parce que ce que va être à l'infini, en fait, la fraction continue de racine de 2, elle est super simple. Il n'y a pas plus simple, sauf, bien sûr, la fraction continue qui correspond donc au nombre d'or. Interprétation géométrique, on peut trouver l'équivalent, si vous voulez, de cette fraction continue avec la figure, évidemment. Et voilà ce que ça donne. Ça permet aussi, évidemment, d'approximer racine de 2. Alors ça, c'est un exercice qu'on fera plutôt, je pense, avec... enfin, si tout va bien, on peut faire ça avec des étudiants de licence de mathématiques. Si tout va bien, parce que ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, si on appelle UN la suite des nombres côtés et VN la suite des nombres diagonaux, on obtient donc 2 suites récurrentes. Donc c'est facile de démontrer que si ça converge bien vers racine de 2. C'est-à-dire qu'en fait, les rapports nombre diagonal divisé par nombre côtés donne en fait, je l'ai fait ici, donc j'ai mis les premiers, ça donne en fait une suite qui converge assez vite vers racine de 2. Voilà. Je vais terminer, comme je l'ai promis, c'est la dernière partie, sur donc les concepts ou les notions d'algorithme et de machine. Alors, pourquoi? Parce que il me semble que c'est intéressant, au moins pour nous enseignants, d'avoir une idée de ce que sont ces idées d'algorithme et de machine et comment, et là encore l'histoire des mathématiques peut tout à fait nous aider. Parce que déjà d'une part, je crois que je l'exprime assez bien, hein, aller trop vite à une écriture qui soit une écriture machine, ça va poser des difficultés parce que chacune va être particulière et puis les élèves vont apprendre des particularités de ce langage, ils ne vont pas apprendre grand chose finalement, ni sur les mathématiques, ni sur les algorithmes. Moi, j'ai vu ça en tant qu'enseignante quand j'ai enseigné le basique il y a très longtemps. Je me souviendrai toujours parce que ça m'a traumatisé un étudiant qui est venu me voir. Il avait créé un algorithme en basique et puis ça faisait un truc complètement fou, le résultat qu'il obtenait, et il voulait que je lui explique pourquoi ça donnait ça. Autrement dit, ce qu'il me demandait, c'était qu'est-ce qui se passe dans la machine pour que la machine fasse une telle bêtise quand moi je fais ce programme qui n'avait ni queue ni tête. En gros, c'était ça. Et donc, la question qui était posée, du coup, c'était éventuellement quel rapport il y a entre l'algorithme, son écriture, et puis ce que va faire la machine. Alors,
À quel moment donc les mathématiciens vont-ils avoir besoin de se poser la question qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Parce que l'idée, elle est vieille, on l'a dit, elle est vieille de 4000 ans. À quel moment on a eu besoin de dire de manière un peu formelle ce que c'est qu'un algorithme? Eh bien, c'est à propos d'un problème que pose David Hilbert en 1922, le Huntington problème, c'est-à-dire le problème de la décidabilité. Hilbert se demande si on pourrait, s'il existe, c'est un rêve pour lui, bon, est-ce qu'il existerait une procédure de calcul, qui permette de décider si une proposition est démontrable ou non. Donc on aurait une proposition écrite évidemment d'une certaine façon, et puis on pourrait avoir une procédure qui dise oui, c'est démontrable ou non, c'est pas démontrable. Ça ne nous donnerait pas la démonstration, mais ça nous dirait oui ou non. Bon. Cette question-là va beaucoup intéresser à l'époque, et ce qui va être pointé, c'est procédure de calcul. Ah, mais c'est quoi une procédure de calcul? Et deux types de réponses vont être données dans les années 1934-1936. Des réponses d'un côté fonctionnel, avec la définition Kurt Gödel 34, définition de la fonction récursive, Kleene, qui va distinguer fonction récursive primitive et récursive. Je me trompe, bon, récursive et primitive. Et puis Alonzo Church, qui va définir la notion de calculabilité effective, et qui va énoncer sa thèse de Church. Enfin, c'est la thèse qu'on appelle thèse de Church. Et puis, c'est plutôt ça qui va m'intéresser. Deux mathématiciens, Alan Turing et Emil Post, vont répondre à la question de mais qu'est-ce que c'est qu'une procédure de calcul, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, à l'aide de machines. Alors, la machine de Turing, elle est bien connue. C'est celle qu'on enseigne à l'université quand on va aller faire des études d'informatique en première année. Je crois que c'est introduit maintenant. Et c'est très utile, comme d'ailleurs toutes les autres notions, parce que ça sert beaucoup pour savoir que pour un problème, il n'y a pas d'algorithme. C'est important évidemment quand on se pose un problème de savoir, premièrement, qu'il peut très bien ne pas exister d'algorithme, et quand on a un problème donné, pouvoir démontrer qu'il n'y a pas d'algorithme. Donc la machine de Turing sert à ça. La machine de Post, elle est un peu oubliée. Moi, je l'ai retrouvée à l'occasion de l'écriture d'un livre qui s'appelle Histoire d'algorithmes, dont je reparlerai tout à l'heure, qui est paru en 1994, je crois, et où j'avais donc écrit un chapitre sur la notion d'algorithme moderne. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert cette machine de Post. Je connaissais Emil Post, mais je ne connaissais pas sa machine. Et je trouve qu'elle est intéressante pour comprendre ce que c'est qu'un algorithme d'un point de vue déjà machine. On est dans une écriture, mais une écriture, vous allez voir, de machine. Alors voilà Emil Post. Alors le jeune Emil Post avait des raisons de s'intéresser à cette question de qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, parce que alors qu'il est encore tout jeune, en 1921, il se pose un problème tout simple, et qui est, voilà, on se donne une suite de 0 et de 1, puis c'est un petit algorithme, vous allez voir, qui consiste à regarder le premier terme. Bon, c'est un 0 ou un 1. Si c'est un 0, on enlève, et on va mettre à la fin de la suite finie 2 0. Ah, pardon, on supprime, pardon. Si c'est un 0, on supprime les 3 premiers termes et on met 2 0 à la suite. C'est important, la suppression. Si c'est un 1, on supprime toujours les 3 premiers termes, mais on va mettre 1, 1, 0, 1 à la fin. Bon, on recommence. Et ainsi de suite. Alors, par exemple, avec ça, bon, ça donne toute une suite, comme ça. Bon, puis on peut le faire. Alors, le jeune Emil Post, je ne sais pas comment il faisait ça exactement, je ne me suis pas renseignée. Il n'y avait pas d'ordinateur, évidemment, à l'époque. Et alors, il va se passer un phénomène qui fait que Emil Post va se poser la question de l'indécidabilité. C'est-à-dire la possibilité d'être tombé sur un problème pour lequel il n'existe pas d'algorithme. En effet, si on continue, on s'aperçoit que les suites elles grandissent. Et à partir de la 17e étape, on a une suite de 0,1 que vous avez là. Alors on applique l'algorithme et puis, au bout de cette étape, on retombe sur le nombre qui était sur la première ligne. Autrement dit, ça boucle. Pour le dire plus mathématiquement,
le processus est périodique. En est-il de même pour toutes les suites de 0 et de 1 se demande le jeune Émile Post. Il dira plus tard, en 1943, alors qu'il a inventé sa machine, le peu de progrès réalisés dans la solution de tels problèmes les rendent candidats pour l'indécidabilité. Parce qu'il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas tant de problèmes que ça qui sont indécidables. Donc c'était important évidemment d'en avoir un sous la main. C'est une bonne manière sans doute de se poser cette question d'indécidabilité. Donc indécidable, ça veut dire, comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas d'algorithme qui permette d'affirmer pour une suite donnée, mais quelconque évidemment, que le processus est périodique. Il n'y en a pas d'algorithme qui permette donc d'affirmer ceci. Alors voilà la machine de Post, telle que Post l'a décrit dans un article de 1936. On va imaginer qu'on a une suite de petites cases, des petites boîtes, on appelle ça des petites boîtes. Et puis, donc, comme c'est une suite doublement infinie, on va pouvoir les appeler -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, voilà, une petite suite de petites boîtes. Et puis, on a quelqu'un qui va se travailler sur cette suite de petites boîtes, il va se mouvoir dedans, et puis il va travailler. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme travail? Bon, vous allez voir, il ne fait pas grand-chose. D'abord, il est sur une boîte. Hein, en fait, si vous voulez, il va regarder une boîte, et puis il ne va pas faire grand-chose. Il va soit effacer ce qu'il y a dedans, soit mettre un 1. Voilà. Une boîte, en effet, va pouvoir être remplie. Seulement, donc, il y aura deux conditions possibles. Soit la boîte, elle est vide, ou bien il va y avoir une marque qui est tout simplement un trait. Voilà la représentation d'une machine de Post. Vous voyez, donc je répète, une suite de petites boîtes. Les petites boîtes, soit il n'y a rien, soit il y a une petite barre. Et puis le petit curseur qui est là, qui au début est sur 0, c'est l'endroit où le travailleur regarde. D'accord? Voilà le petit dispositif. Très simple. Bon. Il va y avoir 4 types d'instructions qui vont être possibles et qui vont être données aux travailleurs. C'est comme ça qu'Émile Post parle. Alors, une instruction, elle est précédée d'un, ce qu'on appelle aujourd'hui un label, c'est-à-dire son numéro, si vous voulez. Et elle va toujours se terminer par un saut vers une autre instruction. Et cette instruction, elle est bien sûr désignée, indiquée par son label. Donc c'est des goutous. 4 types d'instructions sont possibles. Premier type, affectation ou effacement. Une affectation, qu'est-ce que c'est? C'est un truc comme ça. 1, c'est le label, ça veut dire c'est l'instruction numéro 1. Ensuite, on dit écrire. Écrire, ça ne veut pas dire 36 000 choses, ça veut dire qu'on met la petite barre. C'est terminé. Et puis après, on nous dit où il faut aller. Il faut aller à 3, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher l'instruction de label 3. Donc, voilà, première instruction. On écrit le 1 dans la boîte visitée, bien sûr, puisqu'on regarde à chaque fois qu'une seule boîte, puis on va sauter à l'instruction 3. De la même façon, on peut avoir une instruction qui efface, et elle s'écrit comme ça. C'est par exemple l'instruction numéro 2. Elle dit « Effacez là où vous êtes » et allez donc voir l'instruction 1 pour continuer. Voilà, ça c'est le premier type, très simple, qui correspond en fait donc tout simplement à des instructions où il faut remplir des registres, comme on dit aujourd'hui. Deuxième type, on va donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir se mouvoir. À droite ou à gauche. Un mouvement à droite, voilà comment on va l'écrire. Par exemple, c'est l'instruction numéro 3, elle dit droite. Et puis après, bien sûr, elle va dire aller à l'instruction 5. Mouvement à gauche, pareil. Enfin, troisième type, saut conditionnel. Le saut conditionnel, ça va être selon quoi? Selon la boîte visitée, bien sûr. Il n'y a pas 36 000 choses possibles. Voilà, par exemple, l'instruction 5, ce sera si marqué, c'est-à-dire si la boîte que vous êtes en train de regarder est marquée, vous allez aller à 3, à l'instruction 3. Sinon, vous allez aller à l'instruction 2. Voilà ce que j'ai écrit ici. Et enfin, quatrième et dernier type d'instruction, c'est l'instruction de fin, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un algorithme, par définition, c'est une procédure finie. Voilà. On va écrire stop. Figurez-vous
qu'avec ce petit dispositif et ce type, ces quelques instructions, vous pouvez écrire tous les algorithmes. Alors, de manière théorique, évidemment, hein, parce que, évidemment, comme il n'y a pas donc beaucoup d'instructions, ça peut être évidemment très long. Mais vous pouvez, théoriquement, écrire tous les algorithmes. Autrement dit, cette machine est équivalente, en fait, à toutes les autres manières de définir les algorithmes, aussi bien fonctionnels, donc à la Clean, par exemple, ou à la Gödel, ou avec machine de Turing, ou n'importe quel algorithme que vous écrirez. Selon la thèse de Church, ça peut être une thèse métamathématique, toute idée que l'on se ferait d'un algorithme pourra se traduire avec une machine comme ça. Alors voilà un petit exemple de machine de poste. Alors c'est une machine, je me suis amusée à mettre 4 instructions derrière, un petit peu de différents genres. Il y a un mouvement, comme vous voyez. À droite, il y a une petite conditionnelle, puis il y a un effacement. Alors on peut s'amuser à regarder ce que fait ce petit dispositif. Donc moi j'appelle ça une simulation. Donc je suppose qu'au début, il faut toujours donner évidemment la situation initiale, hein, comme dans tous algorithmes. Il faut initialiser. Donc on initialise ici la machine. Donc je suppose que sur mon ruban, j'ai comme ça un 1 et un 1, puis que le curseur est là. Alors elle est à droite. Bon, c'est ce que j'ai fait. Puis je vais à l'instruction 2. Si marqué, ah oui c'est marqué. Il faut aller à 3. Bon, 3, on nous dit qu'il faut effacer. J'efface. Et je vais à 4, et à 4, je fais stop. Et fait, donc là, voilà la suite des instructions. Ce programme a pour effet, en fait, d'effacer le contenu de la première boîte marquée à droite de la boîte visitée dans la configuration initiale. Voilà ce que fait ce petit dispositif qui ne fait pas grand-chose, mais qui vous permet de voir un peu donc, comment on peut écrire déjà un petit programme qui a, après tout, un petit sens, qui est celui que j'ai écrit en bas. Si vous voulez avoir une machine de poste pour additionner, alors là déjà c'est plus intéressant parce que on est dans le cas où on veut construire une machine pour faire quelque chose. On veut pouvoir additionner. Alors, ça veut donc dire qu'au départ, la donnée initiale, ça va être 2 nombres. Comment on va représenter ces 2 nombres? Comme vous vous en doutez, on va mettre autant de boîtes marquées que pour n, si le n est le premier nombre, et autant de boîtes marquées pour m, puis on va séparer évidemment par une boîte où il n'y aura rien. On va supposer que la boîte visitée est la première boîte marquée à gauche. Donc par exemple, voilà la configuration initiale dans le cas où on veut faire n plus m avec n égale 4 et m égale 3. Donc vous voyez, on a mis 4 petits barres, un blanc, et puis 3 petits barres. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'à la fin, il y ait 3 plus 4. Plus tout le monde dort là. 7. Donc voilà, la configuration terminale, elle devrait être comme ça. Donc ce qu'il faut voir, c'est quelles instructions je vais écrire pour arriver de la configuration initiale à la configuration terminale, étant donné ce que vous savez, ce que la machine a le droit de faire. Alors comment on peut faire? Il faut réfléchir un petit peu, mais pas très longtemps, pour se dire, après tout, il suffirait que les 3 petites barres, je puisse, ça prendra le temps que ça prendra, le nombre d'instructions qu'il faut, mais que je puisse les décaler d'un cran. Hein? Bon, c'est l'idée. Donc on va faire glisser, si on veut, les m barres à droite d'une case vers la gauche, et puis on va les faire une par une, bien sûr, puisqu'à chaque fois on a le droit qu'à un pas, et puis on va ainsi, comme ça, on va revenir au début, puis on va recommencer, etc. D'accord? Voilà. Donc si j'écris en détail l'algorithme, donc je fais bien apparaître les étapes et la suite des étapes, toujours pour la raison que j'ai indiquée tout à fait au début de l'exposé. Donc au début, je suis là, je vais d'abord aller chercher la première boîte non marquée. Donc j'ai une conditionnelle. Si c'est marqué, je vais aller à 2. 2 va signifier, continue donc vers la droite. Sinon, si ce n'est pas marqué, ça veut dire qu'on est arrivé à la première boîte qui n'était pas marquée, il va falloir faire autre chose.
c'est autre chose, ça s'appellera 3. Instruction 3. Voilà, donc j'ai écrit déjà mes 2 premières instructions. Elles vont me permettre, vous voyez déjà, de faire déjà des passages jusqu'à la première boîte qui est non marquée. Qu'est-ce que je fais si j'arrive à cette boîte non marquée? Donc c'est l'instruction 3. Eh bien la boîte qui était non marquée, on va la marquer, puisqu'on veut glisser. On va la marquer, et puis on va continuer à aller jusqu'au bout pour aller rechercher la première boîte non marquée, celle qui est tout à fait au bout qui est donc ici tout à fait à droite. Donc instruction 3, j'écris, c'est-à-dire je marque donc ici la boîte qui se trouve être au départ entre les 2 nombres. Je vais à 4. 4, j'attends d'aller jusqu'au bout. Si c'est marqué, je vais continuer. Donc l'instruction 5 va dire, mais va donc à droite, tu n'as pas été encore jusqu'au bout, donc je vais jusqu'au bout. Voilà. Et puis quand je vais arriver à, c'est plus marqué, c'est-à-dire que je suis arrivé au bout, je dois changer. Donc je vais aller à une nouvelle instruction, instruction 6. Cette instruction, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit enlever le dernier 1, puisqu'il faut toujours, bien sûr, qu'il y ait toujours le même nombre de 1 qui soit, bien sûr, sur ma suite de boîtes. Donc je vais effacer, je vais revenir à gauche jusqu'à la première boîte non marquée et je vais recommencer. Donc 6, je suis arrivé tout au bout, j'efface, je vais à 7 et à 7, si c'est marqué, je vais à 8, etc. Je vais recommencer à aller jusqu'à gauche, etc. Et puis je terminerai par un stop, donc quand j'aurai terminé. Bon, voilà comment, vous voyez, sur un petit exemple, on a à la fois l'idée de l'algorithme, l'idée de l'instruction, et on a l'idée de, mais qu'est-ce que c'est que vraiment, finalement, écrire un programme pour une machine? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une machine? Alors, il y a les registres et tout ça. Bon, c'est une manière de comprendre. Puis de comprendre aussi, je pense aussi, parce que les débutants ont toujours cette difficulté de, vous savez, de ce que disait Knut. C'est-à-dire du sens qu'a cette flèche, qui est très très important dans l'écriture des algorithmes. Même si vous ne voulez pas écrire, faire aucune écriture symbolique ou écriture intermédiaire de vos algorithmes, vous rencontrerez nécessairement cette difficulté, je pense. Voilà quelques références bibliographiques. Le livre Histoire d'algorithmes qui était sorti chez Belin en 1994 était bien sûr épuisé depuis longtemps. Il existe en version anglaise chez Springer Verlag. Bon, c'est pas toujours très agréable. Donc on a demandé à Belin il y a 2-3 mois s'ils voulaient bien le rééditer. Ils ont dit oui. Malheureusement, j'ai appris hier que 1994, c'est il y a longtemps, et donc Belin va devoir tout recomposer. Donc ça va prendre un petit moment parce que c'est un gros livre. Il y a beaucoup d'algorithmes. Des algorithmes dans l'histoire des mathématiques anciennes, très anciennes, Égypte, Babylone, la Grèce, la Chine, les pays arabes. Algorithme vient du mot al-Khwarizmi, premier algébriste arabe. Alors les algorithmes dans les mathématiques arabes, il y en a énormément. C'est eux qui vont donner les algorithmes, si vous les connaissez, pour disposer le calcul pour calculer des racines carrées d'un nombre. Ceux qui ont mon âge vont comprendre ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle l'algorithme par potence, qui ressemble un petit peu à une division. Tout ça, c'est inventé par les mathématiciens arabes. Mais ce livre va jusqu'à des algorithmes récents. Je vous ai mis la référence du Knut, la Bible, évidemment, 1968, les références du Dijkstra, révolution vraiment avec la structure, ce qu'on appelle programmation structurée, 1972, et je vous ai mis une thèse disponible sur Internet. J'attire votre attention sur cette thèse. C'est une thèse qui a été passée donc à l'IMAG, Grenoble, c'est un laboratoire de didactique. Le collègue en fait c'est un collègue, oui. C'est un étudiant en fait d'Hanoï, de l'ENS. Et sa thèse s'appelle Étude didactique de l'introduction d'éléments d'algorithmique et de programmation dans l'enseignement mathématique secondaire à l'aide de la calculatrice.